Le prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour sujet l'étude du monde microbien, nouveaux concepts, nouvelles approches, est remis conjointement à M. Chris Bowler de l'Institut de biologie de l'École normale supérieure pour sa recherche sur la biodiversité des diatomées et à M. Didier Raoult d'Aix-Marseille Université pour son étude sur le répertoire des microbes du tube digestif et l'évolution de son activité antibiotique. Le biologiste et immunologiste Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nous présente dans un premier temps M. Raoult. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, et Chris Bowler, chercheur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Didier Raoult est docteur en médecine de l'Université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'Université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS INSERM, qui est intitulé « Maladies tropicales et infectieuses émergentes », dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de postdoctorants, d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les rickettsia. N'oublions pas que plus que les guerres, les infections bactériennes et virales sont responsables dans une large mesure du destin de certains territoires. Ils l'ont été dans le passé, ils le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas aussi que les progrès de la lutte contre les infections, d'abord par l'hygiène, puis par les vaccins et les antibiotiques, sont à l'origine de l'augmentation spectaculaire de la longévité observée dans notre espèce depuis 150 ans. Parmi les recherches de Didier Raoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des mégavirus, des virus d'une taille anormalement élevée qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. En fait, Didier Raoult est un chasseur et on pourrait presque dire un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Didier Raoult s'intéresse aujourd'hui à des sujets qui concernent, comme cela a été dit il y a un instant, les bactéries du tube digestif. C'est un domaine considérable qui suscite beaucoup de recherches, mais grâce à son talent, à son expérience, je dirais même à son audace, Didier Raoult va l'aborder de façon tout à fait originale, en s'attachant particulièrement à l'étude de bactéries difficiles à étudier, telles que les archées ou les cellules bactériennes nucléées. Il utilisera pour cela les méthodes de séquençage génomique. On peut ainsi espérer qu'à partir de ces études, on pourra compléter le répertoire des bactéries composant la flore microbienne du tube digestif, ce qui est d'une importance essentielle quand on connaît le rôle central
du microbiote intestinal dans le contrôle de la survenue de maladies métaboliques, de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies allergiques et auto-immunes, et même du fonctionnement du système nerveux central. Tout laisse penser que les travaux d'Udi Raoult pourront également contribuer, par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries, de trouver de nouvelles molécules qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies. Pouvez-vous nous en dire plus quant à la toxicité de l'hydroxychloroquine qui est mentionnée régulièrement? Bon, d'abord, pour moi, c'est prématuré de vous donner des résultats cliniques sur la suite des gens qu'on traite, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pour la toxicité, donc je vous donnerai des données plus précises ultérieurement. Pour la toxicité, là aussi, le monde devient fou. Je vois que la FDA aux États-Unis, qui est quand même vraiment un gendarme extrêmement sévère, a donné le feu vert pour traiter les New-Yorkais avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Pour mettre les choses en perspective, hein, l'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas l'équivalent en France, mais qui a été fait aux États-Unis. Dans une année, il y a 1 personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont mangé de la chloroquine. Donc, si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses, c'est vraiment... Et alors, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des torsades de pointe qui est plausible, hein, quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la raison pour laquelle on fait des électrocardiogrammes, et surtout le dosage du potassium, parce que quand le potassium est bas, il y a un danger. Ça correspond plus à des gens qui ont des multiples maladies et de multiples médicaments, et plutôt ceux qui sont dans une phase très grave en réanimation, dans laquelle les choses deviennent compliquées, mais en même temps, on les détecte très facilement dans ces conditions, les allongements électriques qui précèdent la torsade de pointe, et ça se traite par du magnésium intraveineux très bien aussi. Donc encore une fois, c'est juste des fantômes que l'on agite là. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, de mettre que l'hydroxychloroquine qui a été prescrite aussi à des millions de personnes, des gens qui mangent ça pendant 30 ans, que c'est un poison, ça laisse absolument rêveur. Hein. Quand on est découvert juste au moment où on a besoin que c'est un poison, c'est absolument étonnant. Je ne sais pas d'où ça sort, peut-être qu'un jour on le saura. Mais globalement, ce sont des médicaments qui ont été prescrits des milliards de doses. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde dans le traitement des infections respiratoires. Parce que là, on tombe des nues quand les gens découvrent que c'est un danger extrême. Quoi. Tout ça n'a pas de sens. Voilà, et sur le plan, il faut faire attention, parce que sur le plan thérapeutique, ce que l'on est en train de voir, c'est que les malades, au moment où ils ont une insuffisance respiratoire, le moment où ils rentrent en réanimation, en réalité, ils n'ont presque plus de virus. Et souvent, on n'arrive même plus à cultiver le virus. Donc c'est trop tard pour traiter les gens pour des antiviraux. C'est trop tard. C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes, ou qui commencent à s'aggraver qu'il faut les traiter. Parce qu'à ce moment-là, on contrôle les virus qui se multiplient. Quand ils sont rentrés en réanimation, et quand vous faites rentrer les gens de plus de 80 ans en réanimation, le problème, c'est plus le virus, c'est comment on arrive à sauver. Les réanimateurs font des exploits extraordinaires maintenant, et de plus en plus. Hein. Mais comment on arrive à sauver quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est intubé, qui a une ventilation artificielle et qui va rester 1 mois en réanimation? C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je plaide pour qu'on commence à traiter les gens avant. Et il y a des choses qui peuvent faire suspecter que l'on est malade, en particulier quand on ne sent plus l'odeur, ce qu'on appelle nous une anosmie, quand on ne sent plus le goût du sel, que nous on appelle une ageusie, eh bien, c'est souvent associé avec cette nouvelle maladie. C'est probablement ces gens qu'il faudra tester en priorité.